c'est venu avec ces périodes de pleurs, en fait, où j'arrivais chez elle en larmes avant même d'avoir passé la porte, que effectivement, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas et que la situation n'allait pas s'arranger. Sylvie a 53 ans. Pendant plus de 10 ans, elle a aidé ses 2 parents. En 2019, alors qu'elle est très présente auprès de sa mère dont la santé se dégrade, elle sent que cela va trop loin. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un tralala de soin à faire des blagues et j'aime bien la vie, voilà, la vie est chouette, donc voilà. Là, pas du tout, la vie, elle était pas chouette du tout. Elle réalise qu'elle est à bout et elle a peur de faire quelque chose qu'elle va regretter. Il y a des moments quand on ne peut rien faire, il vaut mieux partir. Mais on est vraiment pris dans un tourbillon et on s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Je m'appelle Solène, bienvenue dans le podcast Bonjour Fred. Dans ce podcast, on parle du quotidien de celles et ceux qui aident un proche, ceux que l'on appelle les aidants. Ensemble, on décrypte le tourbillon d'émotions et les sentiments contradictoires qu'on éprouve au quotidien quand on accompagne quelqu'un qu'on aime. On essaye de vous apporter des coups de pouce pour que vous puissiez donner des coups de main. Dans cet épisode, on va parler du stress que l'on ressent quand on est aidant, de nos limites et des manières de trouver des moments de répit. Qu'est-ce qu'il se passe quand on aide son proche et que cela va trop loin, qu'on y passe tout notre temps et notre énergie et qu'on se perd petit à petit? Comment comprendre les signaux d'alerte que nous envoie notre cerveau? Comment réussir à demander de l'aide? Et que faire quand on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir s'en sortir? Comme vous l'avez peut-être entendu, Sylvie est une femme joyeuse. Elle rit beaucoup. Je suis la dernière d'une fratrie de 3. Elle est née en Normandie et elle y vit toujours aujourd'hui avec ses 2 enfants. Elle se souvient bien du moment où elle a commencé à aider ses parents. Ça a commencé avec son père. J'ai commencé à être aidant, sans le savoir d'ailleurs, il y a 13 ans, quand mon père est tombé malade et qu'il a eu la maladie de Parkinson. Sylvie commence alors à faire des trajets régulièrement. La maison de ses parents est à 100 km de chez elle et son quotidien est transformé. Par exemple, j'avais la chance d'avoir 2 RTT par mois, que je passais avant avec mes enfants, surtout le petit dernier qui à l'époque avait 4 ans. Eh bien, c'est des RTT que je consacrais à mes parents. Elle commence à s'occuper des papiers, des repas, à s'occuper de son père malade, bien sûr, mais aussi de sa mère qui ne peut pas gérer seule l'avancée de la maladie de son mari. Nos parents ont près de 80 ans, ma maman, elle était plus très costaud physiquement. Enfin, moi, je sais que j'arrivais parfois chez mon père. Ma mère, elle avait les bras pleins de bleu. À ce moment-là, Sylvie ne se rend pas tout à fait compte de l'ampleur de la tâche qui l'attend. Au début, j'étais la fille de mes parents, dont papa était tombé malade. Donc, évidemment, on se rend pas compte de la charge que c'est, surtout quand on pense qu'on va être aidé. Mais voilà, on se dit que rien n'est insurmontable, on n'est pas les premiers, on sera pas les derniers, et finalement, ça va rouler. Et en fait, non. 100 km de chez mes parents, c'est pas très loin, mais quand on travaille, moi, je travaillais à temps plein avec mes 2 enfants, c'est super compliqué, en fait, à organiser. C'est pas insurmontable, d'accord. Après, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses de sa propre vie qu'on annule et qu'on ne fait pas. Cette impression dont parle Sylvie, celle de glisser lentement dans un rôle d'aidant, c'est un phénomène qui se retrouve dans beaucoup de parcours. Je suis allée en parler avec Inge Cantegreil, neuropsychologue à l'hôpital Broca à Paris. Elle a coécrit avec Janine-Sophie Giraudet le livre « Comment aider ses proches sans y laisser sa peau ». Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que, sauf en cas d'accident brutal, comme un accident de voiture par exemple, on entre dans une relation d'aide presque sans s'en apercevoir. C'est insidieux et c'est très très progressif. Lorsqu'on devient aidant, petit à petit, on est happé par des problèmes qu'on ne peut pas prévoir d'avance. Il y a énormément de tâches déjà à faire, c'est-à-dire, tout à coup, on devient auxiliaire de vie, on devient infirmière, parce qu'il faut donner les médicaments, on devient psychologue de son proche, parce que le proche, il va être découragé, peut être dépressif, ou il est en colère contre l'injustice qui lui arrive, ou il devient complètement apathique, ça arrive aussi. Donc on devient psychologue, on devient ambulancière ou ambulancier, parce qu'il faut accompagner souvent le proche qui est dépendant ou malade à l'hôpital. Et après, quelque chose dont les aidants ne parlent jamais, mais qui les pèse énormément, c'est les tâches administratives. En France, il y a des subventions, mais il faut les connaître, et il faut faire les démarches par Internet. Pour certaines personnes, c'est chronophage en fait, et ça demande beaucoup d'énergie. Donc ça aussi, il faut le faire.
Ce que dit aussi Inge, c'est que lorsque l'on glisse dans ce rôle d'aidant, qu'on assume une variété de tâches, peu à peu, ce rôle occupe la majorité de notre temps et on a tendance à oublier qu'on n'est pas seulement l'aidant de notre proche. L'identité, c'est aussi comment on se considère soi-même. Si vous, au travail, vous travaillez et vous aimez beaucoup votre travail, et vous avez des perspectives de carrière ou vous faites des jobs très intéressants, vous devenez aidante, et bien tout à coup, il faut ralentir. Donc, votre identité professionnelle aussi va en prendre un coup parce qu'il faut s'ajuster. Et vos rêves professionnels, parfois, il faut les abandonner pour un certain temps, et parfois même pour toujours. Donc, tous les rôles que vous aviez jusqu'à maintenant, ça change. Et c'est ça qui va avoir un impact sur l'identité. Petit à petit, on a l'impression qu'on a une nouvelle identité. C'est l'identité justement de soignant. On soigne d'abord, c'est d'abord ce qu'on fait, et c'est ce qui prend le plus de temps dans notre vie. Sylvie s'occupe de son père pendant 6 ans. À sa mort, la mère de Sylvie, elle, est fragile. Elle a eu 3 AVC depuis le début de la maladie de son mari, et même si elle a récupéré, elle a besoin d'aide. Mais les allers-retours fréquents ont fatigué Sylvie, alors elle demande à sa mère de venir s'installer près de chez elle. Donc j'ai effectivement suggéré très fortement à ma mère de venir habiter une rue derrière chez moi. Alors au début, c'est essentiellement de la gestion administrative. C'est la suite de ce dont on s'est aperçu avec papa, que c'est lui qui gérait les papiers. Après, c'est oui, effectivement de la présence quasi journalière, on va dire au moins tous les 2 jours. Mais à l'époque, maman est autonome. Donc c'est plutôt par contre la booster pour sortir, pour créer des liens, l'inscrire dans des associations avec des loisirs, la forcer parce que c'est forcé, hein, le terme c'est ça, hein, à rencontrer d'autres personnes, voilà, pour pas s'isoler, parce que moi je travaille, donc de toute façon, même si je suis là tôt le matin ou tard le soir, mais la journée en attendant, elle passe. Et effectivement, les personnes âgées sont très isolées et s'ennuient. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ils s'ennuient comme des rats morts, comme veut l'expression. C'est vraiment compliqué, les journées sont longues. Et puis l'état de la mère de Sylvie se dégrade. Une fatigue liée à l'âge, le fait à un moment donné, c'est plutôt, je pense, le début, c'est un peu perte de goût à la vie en fait. Hein. L'isolement fait que y a l'ennui qui vient, et puis à un moment donné, on se bat plus. C'est le frigo en fait qui m'a informé que ça commençait à ne plus aller. Ma mère a été très gourmande. Elle adorait par exemple les Mon Chéri. Donc quand course était faite, Mon Chéri obligatoire était dans le panier, très bien. Et c'est quand en fait j'ai commencé à me rendre compte que les Mon Chéri n'étaient plus mangés et que le frigo ne se vidait plus ou très peu, que je me suis dit il y a un problème. Et puis elle se levait plus. Il fallait mettre des protections, elle sortait plus. Il fallait plus d'heures d'intervention à domicile. Les aides de l'APA étaient au maximum. Et elle restait toute la journée dans son canapé. Ce dont parle Sylvie, l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est une aide financière accordée par l'État dont le montant dépend du niveau de dépendance de la personne aidée. Elle permet de financer des services d'aide à domicile ou l'hébergement dans un établissement spécialisé. Et c'est grâce à cette aide que Sylvie a très tôt fait appel à une personne pour faire le ménage chez sa mère, lui faire ses courses et faire venir des aides-soignants. Mais malgré tout cela, elle se sent isolée et regrette de ne pas pouvoir compter davantage sur son frère et sa sœur. Quand la maladie arrive, au début ça va en fait. Comme on est 3 enfants, quand on est aidant, quand on a une fratrie, on a la chance d'être 3, on se dit qu'on va pas être tout seul. Erreur. Elle raconte qu'elle leur demande de téléphoner à leur mère pour ne pas être la seule personne à lui tenir compagnie. Mais celle-ci s'énerve régulièrement contre ses 2 enfants et petit à petit, ils appellent de moins en moins. Sylvie a donc le sentiment d'être seule, d'autant plus que sa mère réclame de plus en plus d'attention. Quand je rentre chez moi, j'ai 40 messages sur le répondeur. Hein. Parce qu'en fait, elle comprend pas pourquoi je suis pas là. Quand elle m'appelle, je dois être là, je dois pas travailler. Enfin, c'est super compliqué. Oui. Donc la situation se dégrade au niveau de ma vie personnelle. Enfin, au travail, on comprend de moins en moins bien.
Au bout d'un certain moment, ça devient pénible. Enfin voilà, être harcelé chez soi d'appel, c'est pénible. Être harcelé au travail, c'est pénible. Ça monte petit à petit et alors c'est pas le cas pour tout le monde et tant mieux. En tout cas pour moi, ça devenait de plus en plus compliqué. Comme la situation ne s'arrange pas et que son état physique empire, je dirais, enfin est de moins en moins bon, elle devient de plus en plus aigrie en fait. C'est exactement ça et rien ne va. Donc pendant des années, j'ai été son ange, c'est comme ça qu'elle m'appelait. J'aimais pas du tout d'ailleurs. Et puis l'ange perd ses ailes à un moment donné, et donc on devient beaucoup moins sympathique. Et j'avoue aussi qu'on a moins de patience. Enfin moi j'avais aussi moins de patience. J'en avais marre en fait de passer la porte de chez elle, de poser la fameuse question comment tu vas, et d'entendre à chaque fois que ça va pas. Moi j'arrive avec mon sourire qui est pas spécialement toujours là en fait. C'est-à-dire que parfois ça va pas bien parce qu'au boulot ça va pas ou X raison. J'arrive à enlever ce problème pour passer un bon moment avec ma mère. Donc j'arrive, le sourire, etc. J'essaye d'être dynamique et heureuse, enfin voilà, pour passer un bon moment avec elle. Elle, ça va pas, et elle est dans la complainte. Et oui, après on commence un peu à s'agresser verbalement. Moi, ma patience, elle diminue. J'y vais de plus en plus à reculons, jusqu'à la dernière année, enfin l'année avant son décès, où régulièrement j'y vais. Je pleure déjà avant d'arriver. Je sais déjà à l'avance que ça va mal se passer. J'angoisse, vraiment. Pourtant, c'est pas ma nature, mais j'angoisse. Je commence déjà à pleurer, donc là, je me dis, il y a un problème, ça va pas. Et malheureusement, ça se passe mal. En entendant Sylvie, je me suis demandé ce qu'il était en train de se passer pour que sa personnalité se modifie à ce point. Elle qui était joyeuse, pleine d'entrain, à toujours voir la vie du bon côté. Comment est-elle arrivée à un stade où elle peine à se reconnaître elle-même ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle pleure dès qu'elle arrive chez sa mère, pour qu'elle appréhende ses visites avant même qu'elle n'ait lieu ? J'ai donc posé la question à Inge Kantegreil. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que l'origine de ces changements, c'est le cerveau de Sylvie qui essaye de lui envoyer un message. Il considère que Sylvie est en train de subir un stress trop important et il tente de lui dire « attention ». Le stress, c'est lorsque vous avez des contraintes, voire des menaces, et la situation d'aidant, parfois, est ressentie comme une menace par rapport à sa propre liberté. Donc, une contrainte ou une menace, et vous avez la perception que vous n'avez pas assez de ressources, que ce soit interne, c'est-à-dire énergie, optimisme, motivation, ou externe, c'est-à-dire du support social, donc le soutien des autres, pour faire face à cette menace ou aux contraintes. Donc, il y a des équilibres. Donc, c'est les contraintes et la menace qui prennent le dessus. Et c'est ça qu'on ressent comme stress. Donc, c'est une forme d'anxiété physique et psychologique, c'est les deux en fait, parce qu'on a une boule dans le ventre, on ne se sent pas bien, on va somatiser. Et le stress des aidants est le stress particulier parce que c'est souvent un stress chronique. Ce n'est pas comme le stress d'un gros projet à rendre au travail, par exemple, ou bien d'un événement organisé. Pas comme ce stress qu'Inge Kantegreil qualifie de menace temporaire. Lorsque vous avez une menace temporaire, des contraintes limitées dans le temps, vous n'êtes pas si stressé que ça. C'est-à-dire parce que vous vous dites sans arrêt, bon, je le fais, mais dans 3 mois, 6 mois, c'est terminé, je vais récupérer, je vais faire autre chose. Mais ce n'est pas le cas lorsque un proche que vous aimez est malade. Inge m'a aussi expliqué que ce stress n'est pas forcément lié à la charge réelle de l'aidant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aide beaucoup que l'on ressent du stress proportionnellement. Quelle que soit l'importance que prend l'aide dans le quotidien, si on ressent que la charge est trop lourde, si on a l'impression qu'on ne peut demander de l'aide à personne, c'est là que l'on perd pied et que le stress va être délétère. Et c'est aussi à ce moment-là que le cerveau commence à envoyer des signaux d'alerte. Alors, le cerveau va réagir par 2 choses qui sont vraiment les signes comme quoi on a atteint la limite. C'est-à-dire des problèmes de sommeil, vous n'arrivez plus à dormir, et souvent vous n'arrivez plus à vous endormir. C'est-à-dire que vous vous mettez au lit et vous commencez déjà à penser tout ce que vous avez à faire le lendemain. Le 2e signe, c'est les troubles de concentration. Et ça, plus la fatigue ressentie, fait que le cerveau ne peut pas suivre tous les ordres et il va vous lâcher par des troubles de concentration dont vous ne vous rendez pas compte. Seulement, vous faites des petites erreurs et vous dites « Comment c'est possible
que j'ai oublié ceci, que j'ai pas fait cela, que je me suis trompée dans le chèque, que j'ai pas envoyé le document important, que je me suis trompée de mail, et vous comprenez pas. Et c'est le cerveau qui est en train de se révéler, en fait. Et le cerveau va réagir aussi émotionnellement, c'est-à-dire dans le système limbique, là où toutes les émotions sont régies, l'anxiété, donc le stress ressenti, la diminution de votre humeur, vous allez le ressentir, c'est-à-dire manque de motivation, une tristesse, sentiment d'usure, etc. Ça veut dire que le cerveau, là aussi, est en train de vous envoyer des signaux. Et les messages paniqués du cerveau vont se répercuter dans le corps. Les aidants le disent en disant « je n'arrive même plus à me lever ». C'est comme si le corps ne veut pas, mais l'esprit non plus. Ou par quelque chose de somatique. Des maux de tête terribles qui vous clouent au lit, une gastro terrible, des problèmes de nausées, ou des douleurs. On se bloque le dos, très souvent, des douleurs osteo-articulaires. Tous ces symptômes mentaux et physiques, qui peuvent s'exprimer de manière diverse selon les gens, c'est ce qui permet aux psychiatres de reconnaître le burn-out. Il faut savoir que lorsque le cerveau est débordé par trop de sollicitations, il va dissocier, en fait, les émotions de la pensée. On n'arrive plus à penser, on n'a plus les pensées claires, parce qu'il y a une disconnexion avec le lobe frontal, c'est là où on produit la pensée et la concentration. Et les émotions vont isoler du reste du fonctionnement cérébral, et vous avez l'impression d'avoir une anesthésie émotionnelle. Donc, vous faites les choses, mais comme un robot, ce qui est la marque du burn-out. Je fais, je dois, tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs et toutes les nuits, parfois lorsqu'il faut se lever. C'est vraiment le robot qui est en marche, qui n'arrive plus à s'arrêter. En juillet 2019, les visites de Sylvie à sa mère sont de plus en plus pénibles. Sa mère l'agresse systématiquement, l'insulte, Sylvie répond, l'insulte à son tour. Elle pleure toujours régulièrement avant d'entrer dans la maison. Et puis un jour, ça va trop loin. Tout commence avec une trentaine d'appels en absence sur son portable. L'aide ménagère ne pourra pas aller faire les courses, alors sa mère panique et elle essaye de joindre Sylvie. Le lendemain, moi, en fait, je partais 3 jours en week-end avec mes enfants. Sylvie lui propose d'appeler la structure d'aide à domicile pour voir s'ils peuvent envoyer quelqu'un d'autre. Mais sa mère refuse. Elle n'avait pas décidé comme ça, elle avait décidé que ses courses devaient être faites de façon urgente, etc. Donc, je coupe court à la conversation, sauf qu'elle a passé la soirée à m'appeler pour que je l'emmène faire des courses. Finalement, la soirée se passe, la nuit se passe, je dors mal parce que je culpabilise, voilà, ça marche bien, ça aussi. Et le lendemain, je décide d'aller faire ses courses. Je me dis, bon, c'est pas grave, je partais à 11h, je me lève de bonne heure et je me dis, je vais aller faire ses courses avant de partir. De toute façon, sinon, ça va me pourrir le week-end. Je vais chez elle, je demande la liste de courses qui n'était pas faite. Donc déjà là, ça m'énerve. C'est pas grave, je fouille dans les placards, je fouille dans le frigo, je regarde ce qu'il y a et je dis, hop, très bien, c'est pas grave, je vais faire un plein de courses, c'est parti. Je vais faire les courses, je reviens chez elle, je dépose les sacs, etc. Et je commence à vider les sacs pour les ranger. Et en même temps que je vide les sacs, je lui explique ce que j'ai acheté. Enfin bon, voilà, l'histoire de faire la conversation et puis de lui dire ce que j'avais pris. Et en fait, elle tombe sur, je ne sais plus ce que j'avais acheté, des œufs, je crois. J'avais racheté 12 œufs. Et elle avait encore 12 œufs. Et là, ça prend des proportions dramatiques sur les 12 œufs que j'étais bonne à rien. Mais pourquoi j'avais acheté 12 œufs, c'était vraiment n'importe quoi. Enfin bon, elle commence à monter au niveau du ton. Et je lui réponds calmement au début mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas, au pire, dans 3 jours, je viendrai récupérer les œufs, je m'en servirai moi-même. Voilà, bon bref. Et elle s'énerve. Et là, elle commence en fait à me traiter. T'es vraiment conne. Enfin bon, voilà. Elle est en face de moi, mauvaise, crispée, etc. Moi, j'en peux plus. Et en fait, ce jour-là, j'ai envie de la gifler. J'ai vraiment envie de la gifler parce que ça fait des mois qu'elle me saoule. Ça fait des mois qu'elle est méchante. Ça fait des mois que rien ne va. Que j'ai beau tout faire, j'ai beau lui donner tout le temps libre que j'ai, rien ne va et je n'en peux plus. J'en ai marre, c'est stop.
il faut que ça s'arrête. Ça devient l'enfer, en fait. Et je jette le sac de course, je crois. Je pars en week-end. Je m'assure auprès de mes proches, parce que j'ai des amis là où je réside, donc voilà, j'explique que je pars. Ce que je fais en temps normal, c'est-à-dire qu'ils ont son numéro de téléphone, ma mère a leur numéro de téléphone, j'explique qu'on s'est fâché. Voilà, tout le monde me dit, ne t'inquiète pas, on va surveiller, on va passer, on va appeler et tout. Donc je pars, j'en avais besoin, j'ai vraiment besoin de partir et de souffler. Et en fait, pendant mon week-end, je décide que c'est fini. Qu'il faut vraiment que je fasse un break cette fois-ci. Que la situation est allée trop loin. Et qu'il faut que ça s'arrête. Elle décide alors de changer tous les papiers et de mettre le nom de sa sœur à la ligne du premier contact à joindre en cas d'urgence. Et quand c'est fait, en fait, j'envoie un texto à ma sœur et je lui dis, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes de maman, j'ai tout transféré à ton nom, tu te démerdes. Excusez-moi pour la grossièreté, mais c'est comme ça que je l'ai écrit. Je n'ai jamais eu autant d'appels de ma sœur que à cette annonce. Je n'ai jamais répondu. Pour Sylvie, cet épisode est un signal d'alarme. En parlant avec Inge Cantegreil, elle m'a confirmé que ce type de réaction, même sans passage à l'acte, est un avertissement qu'il ne faut pas négliger. Et là, évidemment, c'est alerte rouge. Là, il faut tout de suite en parler et sans honte à son médecin et chercher une aide, je dirais, psychologique dans ce cas-là. Pour autant, c'est une situation par laquelle beaucoup d'aidants passent quand la relation devient conflictuelle et que l'épuisement physique et nerveux s'installe. Alors, c'est ce que nous, on appelle entre nous une fatigue compassionnelle. C'est-à-dire, on n'a plus vraiment de la compassion pour l'autre. On sait qu'il est malade, on sait qu'on l'aime, mais on ne le ressent plus et on ressent malheureusement, et c'est quelque chose qui est tabou, mais c'est la réalité, c'est on sent une lassitude à l'égard de la personne, on déteste parfois la personne, non pas pour ce qu'il est, mais pour la maladie qu'il a et qui nous a pourri la vie. Et comme on est fatigué et comme on doit renoncer à notre propre liberté en tant qu'aidant, certainement, il y a une frustration telle qu'on peut devenir agressif, souvent verbalement, genre arrête, tu poses toujours la même question, laisse-moi tranquille, et ça peut aller à des actes de maltraitance que l'aidant ne veut pas du tout, c'est pas du tout une mauvaise personne, mais par débordement, par le fait qu'on n'arrive plus à gérer sa frustration. Et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, il faut le savoir, mais personne n'ose le dire. Après, ça peut être une maltraitance, comment dirais-je, passive, c'est-à-dire encore il faut changer la protection. Tant pis, je ne le fais pas. Ça peut, et par exemple, encore lui donner le bain à la douche, etc. Je ne le fais pas. Donc, il y a un genre de négligence qui va s'installer. Pour cela, il faut des aides à domicile. À certains moments, vous ne pouvez plus le faire toute seule. Ça peut être des propos blessants. Et si c'est comme ça que je veux divorcer, tu n'as qu'à te débrouiller. Et après, évidemment, c'est la crise, ce qui va amplifier encore une fois les conflits, la relation devient encore plus tendue. Et il y a des moments où il faut séparer aidant et aider pour le bien-être des deux, pour que chacun puisse se reposer. Ce dont parle Inge, ce n'est pas de maltraitance à proprement parler, mais plutôt d'un arrêt de bientraitance. Comme elle l'explique, cela peut prendre une multitude de formes, comme par exemple ne pas changer les draps parce qu'on est fatigué. Mais ça peut aussi être beaucoup plus insidieux. Par exemple, arrêter de faire la conversation à quelqu'un qui, souvent à cause d'une maladie neurodégénérative, n'arrive plus justement à soutenir une conversation. Mais alors, comment faire pour sortir la tête de l'eau ? Pour réussir à ne pas avoir le sentiment que son temps, son esprit et son énergie sont tout entiers engloutis par l'aide que l'on apporte à un proche ? Comment réussir à trouver du répit ? Alors, répit, en fait, ça veut dire prendre du temps libre pour soi. Donc, ça veut dire, pour prendre du temps libre, en général, ça veut dire il faut trouver une solution pendant ce temps-là pour le malade ou la personne qui est dépendante. Donc, ça passe déjà d'abord par trouver des solutions de répit pour la personne qui est malade ou dépendante, qui existe. En France, il y a plein de choses de répit. Encore faut-il savoir où les trouver. Ces solutions, ça peut être de faire appel à un accueil de jour, par exemple, dans lequel le proche aidé passe 1 ou plusieurs journées par semaine dans une structure où il participe à des activités. Cela peut aussi être de mettre en place des aides à domicile pour se faire relayer. Le répit, c'est aussi s'enfermer dans sa chambre pendant un quart d'heure
pour respirer, pour faire des exercices de yoga, ou pour regarder quelque chose qui nous intéresse sur l'ordinateur, pas faire l'administration de la sécurité sociale, mais regarder quelque chose qui nous intéresse, pour appeler la copine, justement, prendre un café avec petit gâteau, ou pour sortir, faire un petit tour, ou pour faire du jardinage, et se dire, ce quart d'heure, c'est pour moi. Donc, les répits, c'est les gros moyens, solutions de répit, mais ça passe par la tête, c'est-à-dire se trouver légitime qu'on souffle plusieurs fois par jour. Et ça, c'est très compliqué pour les aidants, de s'accorder ça. Parce que tout de suite, il y a la petite voix, tu fais pas assez, tu peux pas faire ça, et après, il y a encore plus de travail, et il hurle, tu peux quand même pas laisser, etc., etc. Le répit, ça passe aussi par demander de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent compliqué pour les aidants. Alors déjà, les aidants n'en parlent pas, ou pas trop, à leurs amis. Ils pensent, les aidants, demander quelque chose à des amis, c'est les déranger, ce qui n'est pas le cas, à une condition, c'est-à-dire il ne faut pas toujours demander sans arrêt des choses à la même personne. La clé, selon elle, c'est de faire une liste de tous les gens qu'on connaît. Ses amis, sa famille bien sûr, mais aussi ses voisins ou des gens qu'on connaît de loin ou même des collègues. En fait, il faut se créer un réseau. Si vous faites partie d'une paroisse, ça peut être dans la paroisse. Si vous avez fait partie d'un club de sport, vous demandez les gens du club du sport, etc. Et vous demandez à chacun une petite chose. Ça peut être une personne, est-ce que vous pouvez m'accompagner chez les dentistes? Je dois emmener mon malade, mais c'est compliqué pour moi, j'aimerais bien qu'il y ait une troisième personne qui est là. Ça peut être, j'aimerais bien avoir du répit. Est-ce que ça vous embêterait de venir 2 heures avec mon mari et faire des jeux ou lire le journal ou regarder juste une émission? Les gens sont solidaires par nature et ils aiment bien aider. Et une fois qu'ils ont aidé une fois, proposent en général une deuxième fois. L'être humain a un besoin existentiel, vital, de se comporter conforme ses valeurs. Donc, pour la plupart des personnes, les valeurs, c'est quoi? C'est l'amour, la solidarité, aider les autres, comprendre l'autre, être utile pour l'autre, etc. Donc, c'est pour cela qu'au début, ça se passe plutôt bien dans les danses parce qu'on va vivre selon ces valeurs. Donc, c'est quelque chose de gratifiant. Ça correspond à un besoin qu'on a. Et là où ça devient difficile, où on a nos valeurs et on ressent la fatigue et le corps ou l'esprit et le cerveau ne suivent plus et on peut plus agir selon nos propres valeurs. Donc, les danses permettent quelque part de vivre selon vos valeurs à condition d'être accompagné, donc que le fardeau ne devient pas écrasante. Après la dispute du mois de juillet, Sylvie décide d'arrêter de voir sa mère pendant 6 mois. Donc, je décide d'arrêter et je décide de prendre du temps pour moi et pour ma famille. Donc, ces fameux RTT, je décide de les passer avec mes enfants, avec qui j'ai besoin de passer du temps. Je me ressource pour être bien. Je vais voir le médecin. Je lui dis ce que je fais, parce que mon médecin était aussi le médecin traitant de ma mère, qui me met sous petit cachet pour dormir, parce qu'évidemment, ça me travaille, parce que même si je l'ai fait, oui, je l'ai fait, bravo, j'ai eu le courage, très bien, enfin en tout cas, moi j'ai eu le courage de faire ça et c'est mon choix, mais mon sommeil, il est pas bon, parce que c'est ma mère quand même, c'est compliqué de tout envoyer claquer. Et puis elle reprend contact. Ma sœur est là, on s'explique, et je lui dis, je reviens, on ne change aucun papier, je me redéclare en second, donc je suis le second contact pour toutes les structures, je la laisse première, bien évidemment. Si elle n'est pas là, je repars à nouveau. C'est un peu du chantage, c'est lamentable, parce que moi j'ai horreur de ça, mais c'était le seul moyen que j'avais. Et elle sent que quelque chose en elle a changé. Je sens que moi je vais mieux, dans ma tête ça va, les choses sont claires, j'arrive à relativiser tout ce qui s'est passé. Et puis, je prends beaucoup de recul par rapport à ma mère. C'est-à-dire que quand elle me traite de connasse, par exemple, en fait, ça me fait rire.
Là, autant ou avant, je pense que j'aurais répondu et j'aurais pu même être méchante. Là, soit ça me fait rire, soit je m'en vais. Enfin, je m'en vais, je change de pièce en fait. Voilà, et tout ça glisse. Alors, la résultante de ce comportement, c'est un peu de deux choses. Effectivement, le fait d'avoir pris du recul et d'être plus zen, mais c'est aussi le fait d'y aller en se préparant effectivement avant d'y aller, en se disant, bon, si elle t'insulte, tu dis rien. Si ça te saoule, tu changes de pièce, tu passes à autre chose. Voire tu es courte, voilà, reste dans un discours positif. Et si vraiment ça ne va pas du tout, eh bien à un moment donné, si je ne peux rien y faire, bien évidemment, eh bien il faut pas rester. Mais voilà, il faut essayer de positiver. Après, je regrette pas les 4-5 premières années sur les 7, j'ai passé énormément de bons moments avec ma mère. Je l'emmenais dans ma voiture avec moi, on faisait du shopping, je l'emmenais s'habiller, je l'emmenais chez le coiffeur, je l'emmenais visiter des châteaux, on allait au restaurant. Enfin, je regrette pas. Tout ça, c'est ma vie, c'est mon héritage, c'est mes liens. C'est super. Moi, j'ai cette chance. Mon frère et ma sœur l'ont pas fait, mais quel dommage pour eux. Mais quel dommage. Donc, je regrette pas. J'ai énormément de souvenirs, même des photos qu'on a faites ensemble, etc. Des crises de rire. Voilà, il y a eu plein de choses super. Il y en a eu d'autres, des moins sympas. Il faut savoir que quand on est aidant, on ne pourra pas tout résoudre. On a l'envie de tout résoudre, mais on résout à peine la moitié de ce qu'on pourrait faire. C'est pas possible. Il y a des tas de choses qu'on pourra pas faire. Et c'est difficile de faire le deuil de ce qu'on peut pas faire. Mais il faut. Vous venez d'écouter le podcast de Bonjour Fred, réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis. Clara Garnier-Amouroux a mené les interviews et assuré l'écriture de cette série. Clément Bélanger était à la réalisation et il a aussi composé la musique. Merci à Sylvie et Inge de nous avoir accordé leur temps. Si vous avez envie de raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à fred@bonjourfred.com. À bientôt!